Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 21 novembre, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. C'est le début aujourd'hui de la 33e campagne hivernale des Restos du Cœur. Plus de 13 000 personnes ont été accueillies lors de la dernière édition dans le département. Les Yvelines, où 27 centres de distribution sont pleinement mobilisés, notamment à Plaisir. Les bénévoles ont assuré le lancement tôt ce matin. Portrait. Nouveau président, nouvel exécutif, Saint-Quentin-en-Yvelines vient de connaître des changements, une volonté affichée par la majorité de droite, l'ouverture alors que 4 vice-présidences ont été accordées à l'opposition. L'agglomération repart-elle sur de nouvelles bases? Chronique dans ce journal. Enfin, rappelez-vous, il a été inauguré en avril dernier. Le tout premier temple mormon de France est édifié au Chesnay. 6 mois après, quel bilan auprès des fidèles mais aussi des riverains inquiets au moment de l'ouverture? Élément de réponse à suivre. C'est votre rendez-vous hebdomadaire chaque mardi dans le 7-8 journal, le portrait de la rédaction. Il est consacré ce soir à 2 personnes, une fois n'est pas coutume. Elles font partie des plus de 1000 bénévoles yvelinois pleinement mobilisés par les Restos du Cœur. La 33e campagne hivernale de l'association s'est ouverte ce matin. Plus d'1 million de repas devraient être distribués dans le département. Portrait croisé au centre de distribution de Plaisir où officient 70 bénévoles. C'est signé Camille Lambert. Dans ce centre des Restos du Cœur de Plaisir, on se prépare à distribuer plus de 1800 repas cette semaine. Dominique fait partie des 70 bénévoles de l'antenne. Cela fait 3 mois qu'elle s'est engagée en faveur des plus démunis. Étant à la retraite, on a quand même beaucoup de temps de libre, donc je me suis dit pourquoi pas aller au resto. Donc je les ai rencontrés lors de la fête des associations de Plaisir. Et puis 2 jours après, j'ai démarré. Je m'occupe de la distribution essentiellement, de la ramasse quand il y a des ramasses à faire. Je suis des fois à l'accueil. Un travail quotidien pour cette retraitée de 64 ans. Cette campagne hivernale est une première pour Dominique. Et si son rôle est logistique, il est avant tout humain. Au début, c'est difficile parce qu'il faut vraiment avoir le cœur bien accroché parce qu'on rencontre des cas quand même assez difficiles. Certaines personnes qui souffrent, qui ont subi des coups de la vie, de mauvais coups de la vie et qui essaient de s'en sortir. Donc on est là pour les aider, pour discuter, ne serait-ce que pour parler avec eux. Des fois, ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'un contact social. Ce contact social, c'est aussi René qui leur offre. Il s'occupe de l'accueil à la personne et des inscriptions. Oui, allez-y, tiens. En retraite. Demandeur d'emploi, vous êtes inscrit pour l'emploi ou pas? Non. Vous n'êtes pas inscrite, non? Non. Donc vous êtes... Elle a simplement le RSA, madame. Je suis que le RSA avec mon fils. On les aide au point de vue alimentaire, mais on les aide aussi au point de vue administratif. Lorsqu'on va inscrire les gens, on va voir s'ils ont tous leurs droits. C'est-à-dire, par exemple, l'aide médicale d'État ou la CMU-C, les réductions de transport, les aider à régulariser leur situation. Sur la recherche d'emploi, on a des gens qui sont un peu spécialisés dans la recherche d'emploi. Faire un CV, établir un CV, écrire un CV avec les gens. Franchir la porte des Restos du Cœur, une étape difficile pour les personnes en situation précaire qui souvent n'osent pas venir. Mais René a l'habitude de les rassurer. Il a rejoint l'association dans les années 90 et était même président départemental en 1998. C'est un engagement très riche. Beaucoup de gens disent merci parce que vous donnez, mais on reçoit beaucoup. Enrichissant surtout, ça nous donne l'activité. Moi j'ai 76 ans, donc ça donne quand même beaucoup de... On a l'impression d'être utile et de faire quelque chose. On n'est pas dans notre fauteuil à regarder la télé. Et je pense que ça, c'est pour l'esprit, pour la personne, même je pense que pour la santé aussi, ça doit être très important. Pour le moment, près de 150 familles sont inscrites dans ce centre de distribution de Plaisir. Durant la campagne, elles devraient être 250. En France, près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Les Restos du Cœur cherchent toujours de nouveaux bénévoles. Et sachez qu'outre Plaisir, d'autres centres de distribution sont présents à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Manille-les-Hameaux, Trappes, La Verrière et Loncourt ou encore au Claye-sous-Bois. Plus d'informations au www.restoducoeur.org. On reparlera tout à l'heure dans ce journal de solidarité.
Elle a débuté hier. Morpa organise pour la première fois sa semaine du handicap. Plusieurs animations pour faire changer les regards jusqu'à samedi. Vous le voyez, notamment une sensibilisation au handisport au gymnase des Bessières demain après-midi. Ce sera également le cas samedi mais en matinée. 2 rendez-vous autour de la musique et du handicap. Portes ouvertes demain d'un atelier et d'une conférence vendredi, toutes 2 au conservatoire de la ville. Jeudi enfin, l'événement s'exportera au Ciné 7 à Élancourt. Projection de Patient, film du slammer Grand Corps Malade. Programme complet sur le site internet de Morpa. Politique, ce matin à Paris s'est ouvert le congrès des maires au parc des expositions Porte de Versailles. C'est le 100e de l'histoire, mais le tout premier sous l'ère du président Emmanuel Macron. À cette occasion, le président du Sénat, l'Yvelinois Gérard Larcher, a accueilli les élus locaux au Palais du Luxembourg. Il y a tenu également une conférence de presse. Mélanie Poquet. Découvrir le Sénat, ses acteurs, ses missions. Le Palais du Luxembourg reçoit les élus locaux de toute la France. Une découverte et une volonté d'échanger à l'occasion du 100e congrès des maires. Il y a une certaine unanimité, il y a une certaine solidarité entre les élus, qu'ils soient du bloc communal, qu'ils soient du niveau national, les élus, les parlementaires, effectivement. Nous avons tous la même motivation, nous avons tous la même passion pour défendre nos territoires. On est en attente d'un certain nombre de réponses. Il y a un climat de confiance malgré tout, mais on a besoin d'avoir un certain nombre de réponses par rapport à la ruralité particulièrement, où le président s'était exprimé sur sa volonté de prendre en compte la ruralité, et on a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Un congrès annoncé comme tendu entre représentants des collectivités et le gouvernement. Gérard Larcher, président du Sénat et élu yvelinois, apporte son soutien aux élus locaux, notamment sur la question de la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est un des sujets. Et voilà pourquoi j'ai proposé qu'on travaille tous ensemble à la mise en place d'une fiscalité locale qui permette de préserver le lien service dans une commune ou une interco, citoyens, élus locaux qui décident au travers d'une fiscalité locale. Nous avons, avec Sophie Primas et mes autres collègues sénateurs, visité quasiment toutes les communes, certaines 2 fois, depuis le printemps. C'est l'occasion d'entendre à la fois les interrogations, mais aussi les espérances des communes des Yvelines. Le congrès des maires se tient jusqu'au 23 novembre. Près de 4000 élus sont accueillis au Sénat d'ici jeudi. Est-ce enfin l'épilogue des tensions au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, réunie il y a quelques jours en conseil communautaire? Les élus ont voté en faveur de l'élargissement de l'exécutif à gauche. Bonsoir Nicolas Kirillovitz. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Cette ouverture, c'est une première depuis 3 ans. Oui, et c'est presque une mini-révolution dans ce monde qu'est la politique locale. Vous le disiez, c'est la première fois depuis l'élargissement à 12 communes que la gauche rentre donc dans l'exécutif et obtient des vice-présidences. Regardez plutôt à l'écran. Guy Malandin, le maire PS de Trappes, devient 11e vice-président en charge de l'habitat. Marie-Christine Le Tarnec, sa collègue à Guyancourt, est en charge, elle, de la ville innovante de demain. Un titre plutôt original sur la forme. Bertrand Houillon, le maire PS de Magny-les-Hameaux, lui, sera en charge du développement durable et de la ruralité, des thématiques qu'il apprécie. Et enfin, la maire communiste de La Verrière, Nelly Dutu, sera en charge de l'économie sociale et solidaire. Là aussi, une forme de logique est respectée. Il y a donc finalement 14 vice-présidences à 50 ans en Yvelines, 10 pour la droite, 4 pour la gauche, qui devraient tous toucher un peu moins de 2000 € net par mois. Et 4 vice-présidents de gauche donc. Mais est-ce que c'est vraiment un nouveau départ pour l'agglomération, Nicolas? Alors eux, les élus, préfèrent parler plutôt d'un retour à la normale, de ce qui était le fonctionnement habituel avant l'élargissement à 12 communes. Écoutez à ce propos Guy Malandin, le nouveau vice-président en charge de l'habitat. Ça permet finalement d'aborder les problèmes de fond dans une cordialité et une tranquillité, ce qui n'empêche pas la vie de chacun, qu'on n'avait pas connu depuis 3 ans, où c'était extrêmement tendu, avec des annulations, etc., etc. Chaque ville compte. Les gens, les habitants de ces villes, en tant que citoyens, ont choisi leur maire et les équipes municipales majoritaires. Ici, ça n'a pas lieu d'être, puisque nous gérons
un territoire qui nous est commun et que nous devons continuer, je dis bien continuer, non pas commencer, mais continuer à promouvoir dans tous les domaines. Et les enjeux, Grégory, sont évidemment importants sur 50 ans. En Yvelines, il y a notamment la ligne 18 du Grand Paris Express, la Ryder Cup l'an prochain. Le développement aussi du plateau Saclay en lien avec l'université de Versailles 50 ans en Yvelines. Ou encore les Jeux Olympiques en 2024. Vous le savez, 50 ans en Yvelines va accueillir plusieurs épreuves olympiques sur son territoire, notamment au Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. La gauche revient donc en quelque sorte, si je peux me permettre l'expression, aux affaires au meilleur des moments. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour la droite, Nicolas ? C'est aussi une bonne nouvelle pour la droite, surtout pour le nouveau président de 50 ans en Yvelines, Jean-Michel Forgous. Pour lui, c'est coup double. Il réussit là où Michel Laugier, son prédécesseur, avait échoué. Et il casse aussi, pour le moment, en tout cas, les idées reçues sur son côté un peu clivant en tant qu'homme politique. Écoutez à ce propos le président de 50 ans en Yvelines, Jean-Michel Forgous. Vu les enjeux, aussi bien économique que sportif, que culturel, la chance qu'elle a de travailler sur des projets comme l'université du futur, la voiture du futur, la sécurité du futur. Enfin, on a beaucoup de choses ici et ça mérite vraiment. Ce soir, ils ont montré que ça existe bien, l'intérêt général, quand même, surtout quand on travaille. On accepte de faire partie du conseil d'administration qui pilote ce grand projet d'une belle plateforme d'innovation modèle en France que doit être Saint-Quentin. C'est plutôt rassurant. Et désormais, il reste à savoir, Grégory, si concrètement les grands projets qui concernent 50 ans en Yvelines vont avancer plus vite avec cet élargissement, si ce n'est pas un coup pour rien. Pour assurer le coup, justement, les élus de l'opposition ont demandé qu'une charte de fonctionnement soit votée lors du prochain conseil d'agglomération. Affaire à suivre. Donc Nicolas, merci pour ces précisions. C'est le seul temple mormon en France, inauguré en avril dernier au Chesnay. L'édifice accueille régulièrement des fidèles. Une fréquentation, semble-t-il, à la hauteur des attentes et un voisinage qui a l'air plutôt rassuré après des inquiétudes suscitées au moment de l'ouverture il y a 6 mois. Premier bilan dressé sur place par Nicolas Dandry et Camille Lambert. Depuis 6 mois, ils viennent se recueillir dans leur temple. Les fidèles de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, appelés aussi mormons, sont de plus en plus nombreux à venir ici au Chesnay. En moyenne, près de 70 personnes par jour en provenance de toute la France. Les premières impressions de nos fidèles qui sont venus dans ce bâtiment, c'est bien évidemment la joie d'avoir un temple beaucoup plus proche que ce qu'ils connaissaient. Les contacts que nous avons eus avec les voisins sont positifs, extrêmement positifs. Il y a des personnes qui viennent régulièrement dans le jardin pour apprécier le lieu, pour se recueillir également, regarder la statue du Christ et penser au Christ. Lors des travaux lancés en 2013, certains riverains s'inquiétaient. Des recours devant le tribunal administratif, des pétitions signées. Aujourd'hui, plus aucune inquiétude et un climat d'apaisement plane autour du temple. J'ai déjà visité dès le début, si vous voulez, dès l'ouverture, comme on est voisins. On a trouvé ça magnifique, si vous voulez. C'était très bien, on a visité l'intérieur et tout. Oui, c'était un très beau temple. Ça m'avait intéressé. On avait interrogé des gens qui nous avaient expliqué les cérémonies, les baptêmes, tout ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que le bâtiment derrière nous, le temple derrière ? Non, pas du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Du tout. Une exposition internationale de crèches sera organisée du 13 au 23 décembre dans le centre des visiteurs. Un chœur interprétera des chants de Noël dans les jardins entre 18 et 20 heures. Après les Restos du Cœur, place une nouvelle fois la solidarité et encore à Plaisir, une cérémonie symbolique mais non dénuée de sens. Samedi, 3 arbres ont été plantés dans le jardin de l'accueil de jour de l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir. Et des arbres offerts aux malades d'Alzheimer par le Lions Club de Plaisir Grignon. Bonsoir Michel Decroix. Vous êtes le président de ce Lions Club Plaisir Grignon et bonsoir également à Jacques Bérard. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir. Michel Decroix, je me tourne vers vous pour commencer. Quelle est la portée de cet acte, finalement, la plantation de ces arbres ? Pourquoi offrir ces arbres aux malades ? On a offert ces arbres pour, ainsi dire, amener une conclusion à la construction de ce centre de jour Alzheimer auquel on a grandement contribué. Depuis maintenant, il a été ouvert il y a 8 ans. Mais en fait, l'affaire a commencé il y a presque 20 ans. C'était en 2002, les prémices du projet. Voilà, dans le cadre de projet du Lions Club français,
puisque le Lions Club International est donc répandu sur le monde entier. Et la France est ce qu'on appelle le multidistrict et avait une action nationale qui était de promouvoir des centres de jour Alzheimer. Ouverture donc en 2009, on y reviendra tout à l'heure. Jacques Bérard, ce geste représente beaucoup pour l'hôpital, le fait d'offrir ces arbres, le fait que le Lions Club offre ces arbres? Oui, alors c'est un geste très important pour nous. Alors d'abord, important, il faut le rappeler, le Lions Club nous a donné 170 000 € il y a une dizaine d'années, ce qui est presque 20% du budget du bâtiment, de l'accueil de jour Alzheimer. Ensuite, sur un plan symbolique, c'est très important que le Lions Club ou d'autres acteurs privés ou d'autres mécènes d'ailleurs participent aux soins. Donc pour élargir un peu le champ, puisque là, samedi dernier, c'était l'Alzheimer, mais d'autres sections du Lions Club nous ont aidés pour les enfants autistes, ou nous aident toujours régulièrement pour les enfants autistes de Saint-Cyr, et sur d'autres sujets aussi. Voilà. Alors une action du Lions Club, on l'a dit, qui ne remonte pas à hier pour l'hôpital gérontologique de Plaisir. Alors l'association a énormément œuvré pour l'ouverture de l'accueil de jour, ça c'était en 2009. Son nom d'ailleurs, le Galion, évoque, c'est une contraction entre le Val de Galie, lieu de l'implantation de cet accueil de jour, et aussi tout bonnement le Lions Club. Le lion de Galion évoque le Lions Club. En quoi c'est important, Jacques Bérard, d'avoir à côté de ce côté médical, le soutien aussi de ces bénévoles pour l'hôpital? D'abord, c'est l'inscription pour nous dans la société, puisqu'on ne vit pas en vase clos. Il s'agit d'une structure ambulatoire, un accueil de jour Alzheimer, où les gens ne couchent pas sur place, ils reviennent chez eux, ils viennent là plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est pas le cas du Lions Club, de l'accueil du jour Alzheimer de Plaisir, mais c'est le cas de certains accueils du jour Alzheimer. On a besoin aussi des bénévoles. Nous, il se trouve qu'il n'y a que des professionnels à Plaisir et à Manille-les-Hameaux, parce que nous avons un deuxième centre à Manille-les-Hameaux, mais nous avons besoin aussi des bénévoles, des associations caritatives et autres, pour nous aider dans notre mission, puisque nos budgets sont de plus en plus tendus, et nous sommes de plus en plus sur des dispositifs tournés vers la société. Voilà. Donc une action importante. Michel Decroix, alors les origines de ce projet d'accueil de jour remontent à 2002, ouverture 7 ans plus tard, en 2009, après beaucoup d'actions du Lions Club, notamment des actions de récolte de dons. Oui, puisque le principe du Lions Club, c'est de récolter en faisant des actions. C'est des actions philanthropiques, finalement. C'est entièrement philanthropique. Un euro confié au Lions Club est un euro donné. Il n'y a aucun frais chez nous, aucun frais de structure. Et pourquoi avoir mené ce combat justement à Plaisir pour l'ouverture de cet accueil de jour? Justement parce que premièrement, cet accueil de jour, je vous dis, c'était dans le cadre d'une action nationale du Lions Club pour favoriser les centres de jour Alzheimer, premièrement. Et deuxièmement, il faut dire aussi que je suis ancien médecin généraliste en retraite à l'heure actuelle. Et donc, ça m'intéressait énormément de faire ça. Et l'idée qu'on a eue pour le faire, le principe était le fait que l'hôpital était prêt à l'accueillir, à accueillir ce centre, à le construire même, puis à le gérer, mais ne pouvait pas contribuer, lancer le projet. D'accord. Et nous avons donc lancé ça à 4 Lions Club, car c'est le Lions Club de Plaisir, mais également Saint-Non-la-Bretèche, Noisy-Bailly et Naufle-le-Château. C'est un territoire un peu plus élargi, finalement. Et après, ça a été encore plus élargi, puisque nous avons demandé aux 17 mairies qui étaient autour de contribuer à la construction de ce centre. 15 ont répondu oui, et sous la forme de 1 euro par habitant de ces communes. Alors cette plantation d'arbres, on le précise, samedi, c'était aussi à l'occasion des 100 ans du Lions Club International. Voilà. Le Lions Club au niveau international, c'est plus d'1 million de bénévoles répartis dans 200 pays, un peu plus de 200 pays sur le globe. Voilà l'idée de mener ces actions philanthropiques, on l'a dit. Est-ce qu'il y aura d'autres actions organisées par le Lions Club de Plaisir-Grignon dans le cadre de ces 100 ans? Monsieur le directeur en a parlé. Nous, à l'heure actuelle, nous avons cessé donc l'action du côté centre. C'est notre première nouvelle action après l'ouverture, la plantation. Mais en ce moment, nous donnons pour les autistes du centre de Plaisir encore, et qui sont en fait à demeurer à Saint-Cyr. Mais nous continuons à œuvrer. En général, un club a une action qu'on appelle notre fil rouge. Par exemple, là, c'était donc le centre de jour Alzheimer. Maintenant, en ce moment, sur les autistes.
Dernière question de cet entretien, je me tourne vers vous, Jacques Bérard. Une actualité qui concerne l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir. Là, on sort un petit peu du sujet, mais son actualité, c'est qu'il va fusionner bientôt, c'est ça, avec le centre hospitalier Jean-Martin Charcot, également à Plaisir. Nous fusionnons avec Jean-Martin Charcot dans 1 mois et demi, un peu moins, dans 40 jours. L'équipe de direction est déjà partagée. Beaucoup d'actions non soignantes sont déjà partagées, la logistique, les services techniques, l'informatique, etc. Mais au 1er janvier, c'est une date décisive pour nous, puisque nous ne formons plus qu'un seul établissement, qui s'appellera le ça centre. change beaucoup de choses. Ça va renforcer les collaborations. Sur l'offre de soins, ça changera peu de choses dans l'immédiat, puisque les offres de soins sont complémentaires. La psychiatrie côté Charcot, la gériatrie, le handicap, la médecine aiguë, la rééducation côté HGMS. Et par contre, ça va renforcer toutes les collaborations non soignantes. Direction, services techniques, services logistiques, etc. Merci Jacques Bérard d'avoir été avec nous, directeur de l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir. Et merci également à vous, Michel Decroix, président du Lions Club de Plaisir-Grignon. Bon anniversaire pour ces 100 ans du Lions Club international. Et pour plus d'informations sur le Lions Club de Plaisir-Grignon, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et les ventes annuelles de vélos font des records. Elles dépassent le 1 milliard d'euros en 2017. C'est une première en France. Pour équiper tous ces cyclistes, une entreprise yvelinoise a décidé d'importer des casques nouvelle génération. Et les fans du tout connecté y trouveront leur bonheur. Marilène Yapichino, Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillowitz. Bonjour. Un casque qui vous parle, la société ETC basée à Versailles importe en France de nouveaux casques connectés depuis septembre. Je suis connecté. Casque complet. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut y mettre de la musique. À vélo, se couper du monde peut s'avérer être dangereux. Depuis janvier 2015, la loi interdit de pédaler avec des écouteurs ou un casque audio. Mais il suffit d'un casque de protection avec enceinte intégrée et la règle est respectée. Les haut-parleurs sont intégrés dans le casque, donc ils ne sont pas sur mes oreilles. Ce qui fait que j'entends le son de manière très claire, j'entends la musique. C'est pas un casque hi-fi, mais j'entends la musique. Et j'entends tout ce qui tourne autour de moi. Donc quelqu'un qui m'appellerait, le bruit d'une voiture ou le klaxon, je l'entends tout de suite. Plus que de la musique, le système Bluetooth permet de téléphoner ou se faire guider par un GPS. D'autres modèles à venir proposeront également une caméra intégrée et s'élargiront à une pratique plus sportive et aux pistes de ski. Et si l'on décide de sortir en groupe sans téléphone. Tous les casques de la même marque, entre guillemets, seront compatibles l'un avec l'autre. Donc je peux me balader dans les bois ou en famille, en ville, dans un rayon de 900 mètres, tout en communiquant en full duplex avec les personnes avec qui je fais du vélo. Donc ça, c'est une particularité. C'est le seul casque sur le marché qui fait ça. Disponible pour l'instant sur des sites traditionnels de vente en ligne à partir de 240 €. Il pourrait bien se retrouver au pied des sapins des cyclistes pour des sorties en famille, mais pas seulement. On communique comme ça dans le bureau. On vous a parlé du festival Saint-Quentin. D'ailleurs, ne manquez pas demain sur TV78, nous vous dévoilerons le prix du public. Et un autre événement cinéma qui se déroulait ce week-end, c'est le festival Béaba, dédié à la bande-annonce à Bois d'Arcy. Une 3e édition qui a fait carton plein samedi avec un cinéma Lagrange complet. Camille Lambert, Marilène Yapichino. Faire de la bande-annonce un art à part entière. C'est l'objectif que s'est fixé la ville de Bois d'Arcy il y a 3 ans. Avec le festival Béaba, la ville compte bien montrer que ces petits films résumant leurs grands frères sont un vrai travail. Il y a des bandes annonces magnifiques, des bandes annonces qui vous donnent envie d'aller voir un film, des bandes annonces qui sont des films en tant que tels. Et il fallait rendre hommage à cet art qui a été oublié jusqu'à maintenant. Le festival est désormais bien installé, aucun fauteuil vide dans la salle qui a même dû refuser une centaine de personnes. Est-ce que vous pouvez lever le doigt ceux qui étaient là au moins une fois déjà? Venus au moins une fois? Ah ouais! La soirée était rythmée par des thématiques, avec un hommage à Bourvil, les grands classiques ou encore les coupes à la scène comme à la ville. Nous allons ce soir nous promener pendant 2 heures dans toute l'histoire du cinéma et on va voir 34 films. Mais oui, parce que d'une certaine façon, c'est vrai que c'est dans une version résumée, mais on voit 34 films. Et c'est ce qui, logiquement, doit donner aussi envie
d'en voir d'autres et de revoir ceux dont on a assisté à la projection de la bande-annonce. Nouveauté cette année, on passe de l'autre côté de l'écran, avec l'intervention de Lucas Masson, un jeune réalisateur français de bande-annonce venu présenter son métier. La clé, c'est de donner envie aux spectateurs et c'est de se donner envie à soi-même aussi. Pour moi, c'est une passion et c'est quelque chose qui est vraiment stimulant et qu'il faut que ce soit. Donc il faut que finalement, c'est cette envie et que ce côté stimulant traverse l'écran et arrive jusqu'au public pour qu'il vienne en salle. Le festival s'est poursuivi le lendemain avec son édition junior. Au vu du succès de cette 3e édition, les organisateurs réfléchissent déjà au thème de l'année prochaine. Du sport pour refermer ce journal, les Yvelinois engagés dans la Transat Jacques Vabre sont bien arrivés à Salvador de Bahia au Brésil. Après plus de 2 semaines de traversée transatlantique, 6e place pour le Versaillais Tanguy Delamotte et Samantha Davis pour Initiative Cœur, débarqués hier à la mi-journée. Leur course à but solidaire va permettre de financer les opérations de 25 enfants malades du cœur. Enfin, le rambolitain Louis Burton, lui, pour Bureau Vallée 2, a franchi la ligne d'arrivée ce matin vers 5h30. Il décroche la 7e place, la 7e position de cette transat avec sa femme Servane Escoffier. C'est la fin de ce 7-8 journal. Le journal en replay est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.